Sans tarder, bon, j'ouvre les discussions en espérant que vous n'êtes pas trop épuisés après une aussi longue et riche journée. Donc, la parole est à la salle, oui. Merci. C'est Monsieur Taleb, donc je représente la COSOP, Autorité de régulation du marché financier. C'est juste pour... je représente la COSOP, donc c'est juste pour rajouter un commentaire ou poser une question concernant en fait la finance islamique, parce qu'on en parle depuis, je pense, au moins une quinzaine d'années. Notamment pour le financement des investissements via les Sukuk. Donc on a eu, de temps à autre, donc on assiste toujours à des séminaires sur la finance islamique et on en organise par-ci, par-là. Je ne sais pas, est-ce que c'est un phénomène à la mode ou alors on veut vraiment prendre sérieusement la finance islamique comme un moyen pour le financement des investissements ici en Algérie. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, je pense qu'il faut passer à l'action. Parce qu'on en a trop parlé, je pense. Et on a joué de la gymnastique pour essayer un peu de rechercher des similarités pour la finance islamique avec ce qui existe au niveau du code de commerce, en parlant des titres participatifs. On a eu donc le 1K, par exemple, avec AOM Invest, pour faire un montage. Donc c'était un peu, on a essayé de rapprocher le mode de financement à des titres participatifs, avec une gymnastique, donc en jouant sur les taux fixes et taux variables. Donc je pense qu'il faut passer donc à l'action et essayer quand même de faire le nécessaire pour un peu réguler ces outils de financement de la manière la plus opportune pour permettre leur développement et leur capacité de financement des investissements en Algérie. Parce que quand même, il y a certains aspects qui doivent être pris en charge au niveau du code du commerce, comme les véhicules, par exemple les véhicules ad hoc pour les fonds d'investissement Sukuk, et puis la définition des Sukuk par une loi, et non pas chaque fois jouer de la gymnastique pour essayer de trouver des issues. Merci. Je vous remercie. D'autres, il y a des commentaires? Oui. Bonjour, M. Haddad a fait un exposé assez exhaustif. Il a fait un exposé assez exhaustif et je pense que sa communication contribue bien sûr à clarifier ce concept de financement islamique, parce que je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Et lorsqu'on critique ou là on parle de financement islamique, il faudrait bien avoir une compréhension. Donc moi je pense que vous avez un rôle à jouer sur le plan de la communication. Moi-même, en tant qu'expert, j'avais tenté de présenter des études pour justement accéder au financement islamique, sauf qu'il y a eu peut-être une réticence de l'investisseur lui-même quand je lui ai présenté les conditions. Effectivement, ils ne sont pas basés sur des taux d'intérêt, mais sur une marge. Là, il faudrait peut-être ces marges que l'investisseur a trouvé un peu exorbitantes. Peut-être je modère ce mot par rapport aux intérêts classiques, souvent qui sont
bonifiés. Mais ceci dit, moi je pense qu'il faut l'avantage de ces formes de financement islamique, c'est que vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il diversifie les différentes formes, les produits financiers. Je vois par exemple les soukouks ou votre introduction sur le marché financier secondaire peut être justement structurant pour nous. Il y a le collègue de la COSOB justement qui a dit qu'il fallait peut-être adapter certains règlements parlant des taux fixes, des taux variables, mais je pense qu'il vient un peu bousculer nos habitudes de financement, disons de financement classique assis sur des taux d'intérêt. Mais je pense que le grand, je dis bien, avantage, cette forme de financement par rapport je dirais, à une certaine réticence culturelle de certains, même de nos enfants, il faut dire ce qui en est. Je pense qu'il faudrait bien en clarifier donc, les avantages et l'impact sur l'économie. Par exemple, le marché informel, je pense que le président la dernière fois l'a dit, le marché informel, il constitue, je ne sais pas, par rapport au PIB, quelque chose d'astronomique. Donc si ces formes de financement contribuent à rediriger l'épargne, cette épargne entre guillemets qui n'a pas je dirais, sur l'économie, ça serait une bonne chose. Donc ça veut dire qu'il faut pas seulement critiquer, mais voir les avantages et les inconvénients. Notamment pour le financement des opérations de commerce qui s'apparentent pas tout à fait au factoring, mais c'est bien. C'est-à-dire que vous contribuez à vendre des produits sur le marché par rapport à un financement. Donc je pense qu'il faut voir surtout l'aspect de ce financement islamique par rapport à la diversification des produits. Moi, je ne vois pas pourquoi la Malaisie réussit dans ces formes de financement, mais là, bien sûr, il y a tout à fait un comportement culturel. Lorsque vous parlez des soukoupes qui ont donc l'avantage, c'est de posséder des actifs, c'est-à-dire pas seulement un endettement classique par des obligations. Moi, je pense qu'il faut poursuivre. Donc, et c'est vraiment, je félicite les organisateurs et M. Aït Haddad qui contribue à donner cet éclairage et désinhiber les gens par rapport à ce forme de financement. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une intervention tout à fait en haut. Bonjour, Kalim Qara, je suis le conseiller financier auprès du PDG de Madar. Donc je pense que l'un des défis de notre économie s'oriente vers la constitution la constitution de fonds alimentés par la dette, explicitement des levées de fonds en provenance des pétrodollars. Déjà ce qu'a fait Londres, qui est devenue la plus grande place financière islamique au monde. Et pourquoi ces pétrodollars? Parce que les séquelles, il faut dire que les séquelles de la crise de subprime existent toujours. Donc je pense que pour capter ces fonds, il faut vraiment adopter un cadre juridique pour le fonctionnement déjà des soukouks sous les différentes formes, que ce soit soukouk, al-musharaka, mudaraba ou autre. Un cadre juridique sur le fonctionnement des SPV, les entreprises fiduciaires qui se basent entre autres sur les titrisation d'actifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que il n'y a plus de... Ah si. Non, après. Je vous donnerai la parole. Je voudrais donner, avant de conclure,
Je voudrais revenir vers les panélistes. Si Nawal est toujours avec nous. Nawal, are you around? Je crois qu'il y a un souci avec Nawal. On va passer à peut-être à Sami de Tunis. Sami, si vous êtes là, si vous avez des commentaires, des observations additionnelles à faire avant qu'on conclue. En fait, je voulais juste vous remercier pour la qualité des intervenants. Pour principalement l'organisation, l'excellente organisation faite par la CNES. J'aimerais spécialement remercier M. Rivati, M. Walid Nasri et Mme Souhila, Mohamed aussi, et toute l'équipe technique qui a donc, participé à la réussite de cet événement. Merci Sami, merci beaucoup et bon courage surtout et bonne santé avec ce qui se passe. On suit avec beaucoup de crainte et ce qui se passe en Tunisie. Merci beaucoup. Est-ce que Nawal est de retour parmi nous? Oui. On comprend rien. Non, malheureusement, on va passer peut-être la parole à Siad Majid. En attendant. Oui. Siad Majid Messaoudi. Oui. C'est solidaire. C'est le Saoudi, tfadal. Si vous avez quelques mots à ajouter sur la base de nos échanges. Écoutez, c'est un début de réflexion tout à fait passionnant qui me semble devoir être poursuivi. Pour pouvoir réellement aboutir. Il y a pas mal d'idées fort intéressantes qui nécessitent d'être outillées et d'être un peu plus élaborées pour pouvoir servir à la décision. Nous avons effectivement un gros problème de sources d'information et aujourd'hui nous avons travaillé simplement sur la base d'éléments d'appréciation très subjectifs. Il faudra que le CNES, avec ses équipes, travaille ces questions de façon plus fondée sur des statistiques et des données chiffrées. Bon courage donc sur ce dossier. Moi-même, au besoin, je serai disponible pour apporter un coup de main. Merci pour les organisateurs. Merci à tous les intervenants qui ont apporté leur expérience et leur savoir sur ces questions qui nous ont enrichis mutuellement. Merci. Merci beaucoup. Nawal, est-ce que vous avez pu nous revenir ou Nawal, je suis désolé. C'est bien dommage.
C'est bien dommage. Nawal, ce que je vous suggère, c'est vos conclusions, vos remarques, si vous pouvez nous les envoyer par écrit, qu'on puisse les intégrer, parce que le son a été désastreux. Il n'a pas été gender mainstreaming pour nous. Si Jamal. Merci. Voilà, c'est juste pour apporter des précisions par rapport à l'émission de Soukouk et des fonds d'investissement islamiques. Donc notre collègue de la COSOB l'a bien dit. Vous l'avez constaté quand j'ai parlé du cadre réglementaire de la finance islamique en Algérie, on n'a pas cité le cadre réglementaire des Soukouk et des fonds d'investissement en Algérie. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les Soukouk n'est pas permis du point de vue légal et réglementaire, donc on ne peut pas émettre des Soukouk au jour d'aujourd'hui. On a formalisé une demande envoyée au ministère des Finances pour leur demander de modifier, d'apporter des modifications au code de commerce et d'apporter juste une modification et un ajout par rapport à l'article 715 du code de commerce algérien et d'ajouter les soukouk comme étant des valeurs mobilières comme les obligations et les actions. Le deuxième point que je veux juste en parler, c'est par rapport au taux de masse bénéficiaire qui est excessive utilisé par les banques islamiques. Là, je veux juste dire une chose, c'est que les banques classiques ont un indice qui est le taux d'intérêt fixé par les autorités monétaires, c'est-à-dire par rapport au taux de réescompte de la Banque d'Algérie, chose qui n'est pas permise du point de vue de la charia. Donc on doit lier l'opération commerciale à une marge bénéficiaire. Donc la banque, elle intervient comme étant un commerçant, c'est comme une activité commerciale. Donc la banque, elle achète un produit et elle le vend. Donc du point de vue utilité de ces modes de financement par rapport aux sociétés, par rapport aux particuliers, je peux dire que ces modes de financement par rapport aux classiques, ils ont un avantage aux sociétés et aux particuliers. Pourquoi? Parce que là, le client, il n'assume aucun risque par rapport au classique, c'est-à-dire si la banque va acheter un bien, une marchandise, et après l'avoir acquis, elle va le vendre à son client. Dans le cas où il y a un risque de détérioration, dans le cas où il y a un risque de non-livraison, c'est la banque qui assume le risque entièrement, à 100%. Dans le banking classique, non. La banque, elle donne un crédit à son client. Dans le cas où il y a une détérioration de l'actif, c'est le client qui assume le risque à 100%. Donc je pense que la finance islamique, elle est plus avantageuse par rapport au classique pour les clients. Merci. C'est une garantie l'investissement. Par rapport à l'exploitation, ce qui concerne l'immobilier, les véhicules, la marchandise, la garantie, c'est un accessoire. C'est-à-dire dans le cas où la banque n'acquiert pas le bien, n'entre pas dans sa propriété, elle n'a pas le droit, du point de vue réglementaire par rapport au règlement 0 de 2020, ou du point de vue charia, elle n'a pas le droit d'exécuter sur la garantie. Donc l'exécution de la garantie, ça vient après. Donc en deuxième phase, quand la banque, elle vend le bien à son client, et là, ce sera une opération d'endettement. Mais à la première phase, si la banque va acheter le bien, la garantie est considérée comme un accessoire. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, un débat passionnant, on ne fait que l'effleurer. Hein. Ça mérite des discussions beaucoup plus serrées que celles que nous avons eues. Nous arrivons donc au terme de nos discussions. Et avant peut-être de terminer, Nawal, vous êtes avec nous? Nawal, est-ce que vous m'entendez? Je suis ici, j'espère que vous arrivez à m'entendre. Oui, maintenant oui. Allez-y. Très bien, je demandais seulement s'il y avait une question précise, parce qu'avec la traduction, j'avais demandé à ce qu'on me la désactive. Il n'y a pas eu je ne faisais pas la différence entre remarque et question. Non, il n'y a pas eu de question précise. Est-ce que vous avez un commentaire ou une observation additionnelle à faire? Je crois qu'elle n'entend pas. Écoutez, Nawal,
On vous remercie à nouveau. Pas de commentaire de ma part. Oui. Juste encore renouveler mes remerciements à l'équipe du CNES pour cette invitation, pour la préparation de ce séminaire. Et j'aimerais aussi espérer que cette discussion, des initiatives dans ce sens, de la part peut-être des autorités ou même du secteur privé, qui est de plus en plus d'organisations qui s'intéressent à ce domaine-là et qui sont sensibles à leur impact social et environnemental. Je vous remercie une dernière fois et je vous dis sahaïdkoum à tous. Merci beaucoup. Merci Nawal. Je peux vous assurer en tout cas que déjà le fait qu'à partir de la fin de la journée d'aujourd'hui, au maximum demain, votre communication et l'ensemble d'ailleurs des communications et des interventions seront accessibles sur le site du CNES, cela constitue un premier pas. Pour ce qui vous concerne, je peux vous rassurer que vous n'êtes pas la seule et de loin à suivre ce qui est en train de se faire en économie sociale et solidaire. Je sais que GIZ a initié il y a quelque temps un travail dans ce sens-là et qui se poursuit en Algérie. Donc les choses avancent. Peut-être que la communication passe mal entre les différents partenaires, mais les choses continuent d'avancer. Donc on en arrive au terme de notre discussion. Je dois vous faire un aveu. Lorsqu'on m'a appelé hier pour me dire d'animer cette session, j'ai répondu oui, et après je me suis dit mais pourquoi j'ai répondu oui? Pourquoi j'ai répondu oui? Parce que du premier coup c'était pour moi évident, parce que je travaille sur le sujet, mais après coup je me suis dit concrètement qu'est-ce que je vais pouvoir est-ce que réellement je vais pouvoir faciliter le travail? Est-ce que réellement ça va être une valeur ajoutée pour moi personnellement en participant, parce que je reste égoïste comme vous pouvez l'imaginer. On en arrive, et je voudrais remercier là les collègues du CNES qui ont insisté pour que j'y prenne part. Ça a été une journée pour moi en tout cas, je l'espère pour vous également, très riche, multidimensionnelle, puisqu'on est passé sur des sujets, certains ont été malheureusement juste effleurés, on ne peut pas tout faire en une journée, il faudrait peut-être plusieurs séances et plusieurs moments, et c'est peut-être l'une des recommandations principales que l'on peut faire en direction du CNES, c'est le suivi de tout cela. Je crois que c'est très important. Et je voudrais, si vous voulez, tirer quelques conclusions en direction du CNES, et sachant que je passerai par la suite la parole pour le mot de la fin au responsable du CNES, au directeur du cabinet, qui probablement vous dira beaucoup plus de choses que moi, n'étant que un vulgaire technicien, j'ai envie de dire, dans ce domaine-là. Je sais qu'il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Je voudrais encore remercier l'équipe du CNES parce qu'elle a préparé déjà les conclusions. Et les conclusions, je n'en partage pas la totalité. Par exemple, ce matin, il y a eu la proposition de la privatisation des fonds de pension. Il y a à boire et à manger là-dedans. Il faut qu'on fasse attention à ce que l'on peut proposer à nos autorités supérieures. Mais en tout cas, ce que je retiens, moi, c'est la nécessité pour l'Algérie d'adopter les conditions d'une diversification des instruments et des moyens pour pouvoir mobiliser l'investissement privé dans les projets utiles. Alors, ça passe par la création de plateformes, comme ça a été dit ce matin, ça passe par la création d'outils et de véhicules, et on en a vu encore cet après-midi avec les Sukuk et les autres instruments proposés. Il y a deux volets qui me paraissent importants et qui sont ressortis tout au long de la journée. C'est la nécessité de travailler sur les cadres réglementaires. On ne peut pas continuer avec les cadres réglementaires tels qu'ils sont, et la nécessité de repenser peut-être le partenariat public-privé, non pas dans un cadre général,
mais dans une vision segmentée, en ciblant et en adaptant justement les réglementations et le type de partenariat public-privé selon le profil des agents et selon le secteur d'activité économique. Dans les infrastructures, pour la nouvelle technologie ou pour les services ou pour l'industrie, c'est pas du tout la même chose. Le deuxième point, c'est la nécessité de mobiliser les actifs oisifs. Et on a parlé notamment des marchés hypothécaires ce matin et de l'utiliser comme levier pour justement le financement des projets et l'implication du secteur privé. Il y a également le volet économie sociale et solidaire qui a été développé. Le point, il y a des choses beaucoup plus pratiques, j'ai envie de dire, qui ont été soulevées, et peut-être que le CNES pourrait se faire l'écho de ces besoins qui ont été exprimés, notamment la révision des dispositifs relatifs aux choses courantes, comme le crédit acheteur, sur lequel il faudrait qu'on attire l'attention de la Banque d'Algérie sur certaines dispositions, comme la disposition qui a disparu. On permettait auparavant aux exportateurs de services, notamment, de garder un certain pourcentage de leurs revenus à l'étranger sans devoir justifier de son utilisation. Ça a été supprimé, c'est une catastrophe. Parce que sans cela, il ne faut pas se faire d'illusions, on ne peut pas aller sur des marchés internationaux si on ne fait pas un minimum d'investissement. Il faut inviter les gens à manger, il faut les sensibiliser, il y a toutes sortes de choses pour huiler la mécanique, j'ai envie de dire, qui sont indispensables. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas exporter. On ne pourra pas exporter ni les services, ni les biens, il ne faut pas se faire d'illusions, et donc attirer l'attention des institutions concernées. Troisième volet, la stabilité des cadres réglementaires et leur volet non rétroactif. On ne peut pas demander que quelqu'un qui est au milieu du gué en train de discuter un partenariat public-privé sur un dossier d'infrastructure, alors qu'on sait que la maturation prend 2 à 3 années pour un projet d'infrastructure, au moment où il conclut, on lui dit « Ah non, la loi a changé, on ne peut pas ». Non, il faut tenir compte des conditions concrètes dans lesquelles on est si on veut avancer, si on veut sécuriser le partenariat et si on veut sécuriser le capital, l'investisseur national pour aller dans le partenariat avec les autres et à la fois à l'interne et à l'international. Le troisième point qui ressort de manière importante, c'est la nécessité d'établir un dialogue. Et comme je le disais, un dialogue non tutélaire, un dialogue d'égal à égal. Je crois que c'est un élément important pour pouvoir établir la confiance qui est fondamentale et un prérequis si on veut attirer le capital privé et l'investissement domestique et encourager l'IDE, y compris celui de la diaspora en direction de l'Algérie. Enfin, le dernier point, c'est travailler pour l'amélioration de l'image de l'Algérie. Et c'est vrai qu'en termes de perception du risque Algérie et de sa notation, on oscille, et je suis bien placé pour le dire, d'une situation où c'est l'obscur clair qui prévaut, à une situation où on prend comme relais des institutions qui ne sont politiquement, économiquement et financièrement pas neutres du fait de leurs intérêts dans la région et dans le pays. Donc travailler à l'amélioration de l'image et de la perception du risque Algérie est un phénomène fondamental, à la fois pour sécuriser le partenaire étranger, mais aussi pour le national. J'ai discuté il y a 3 ou 4 jours avec quelqu'un, un monsieur qui est un investisseur. Je lui dis, mais pourquoi vous ne travaillez pas actuellement Dawa Habsa, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il suffit de voir à l'étranger comment on nous perçoit. Comment moi je vais faire confiance alors que
déjà, moi, je ne me sens pas à l'aise avec ce qui se dit à propos du pays, etc. Donc l'image qu'on nous renvoie de l'étranger a une incidence directe sur le comportement de l'investisseur potentiel domestique. Et c'est pour ça que ça devient important. Dernier point, et je terminerai par là, monsieur le directeur de cabinet, avant de vous rendre la parole, c'est, s'il vous plaît, le CNES est extraordinaire depuis que je commence à vous connaître un petit peu, en termes de foisonnement d'idées, en termes de capacité de proposition, en termes de... Mais un élément est très important sur la base de mon expérience, je crois que je suis votre aîné ici dans la salle, c'est la continuité. Nous avons besoin de continuité sur les dossiers qu'on a abordés, particulièrement aujourd'hui où les opérateurs, notamment du secteur privé, se sont largement exprimés. Nous avons besoin pas simplement de l'écoute, mais de la continuité dans la réflexion et dans le travail collectif. Peut-être pourriez-vous monter des groupes mixtes, public-privé, sur des dossiers particuliers pour pousser à la roue et faire changer les choses par une approche de bas en haut et non pas de haut en bas. Merci beaucoup et donc je vous donne la parole. Merci. Merci de ne pas avoir trop hésité et d'avoir été présent parmi nous aujourd'hui. Cette journée, effectivement, elle était longue. Effectivement, la thématique, elle était portée sur la mobilisation des capitaux privés. C'était en direction du secteur privé. La semaine d'avant, c'était les sociétés d'État et le rôle des administrateurs. Donc, la place est aussi pour le privé. On vous rassure, c'est-à-dire que les sujets abordés par le CNESE se font avec cet esprit de continuité et de prise en charge dans le cas d'éventuelles de médiation. Donc, c'est le rôle du CNESE. Bien entendu, au nom du professeur Idatir, président du Conseil national économique et social, à l'ensemble des intervenants qui nous ont apporté leur éclairage tout au long de la journée, je vous transmets ces remerciements et au plaisir de voir qu'il y a tout de même des personnes qui sont restées jusqu'au bout, en sachant que l'ensemble des interventions sont sur Internet, donc ont été vues en direct sur Facebook et YouTube. Donc, encore une fois, mes remerciements. Et pour M. Bournane, merci de ne pas avoir hésité trop longtemps. Merci. Au revoir. Merci aussi.